It's Mathieu Van Der Poel that takes the elite men's world title and the crowd go wild. Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 3 du podcast hors catégorie, votre podcast vélo qui parle de cyclisme professionnel sur lequel on partage nos avis d'amateurs éclairés. Donc ce soir avec moi, Anto et Barbouche comme d'habitude. Salut à Ça va, les tous. gars. Bonjour à tous. Et on va commencer avec Paris-Nice. Donc Paris-Nice, on avait fait nos petits pronos. On avait mis Remco, Evenepoel et Primoz Roglic dans un sens ou dans l'autre, tous. Et donc on s'est bien planté sur Roglic, qui au final finit 10e de cette course. Remco finit 2e. Et le podium final est donc Matteo Jorgensen devant Remco Evenepoel et Brandon McNulty. On va mettre une petite mention à Mathias Kelmose que j'avais mis en 3e, donc je m'en sors pas trop mal. Et Alexander Vlasov de Bora qui fait 5e et d'où on parlera un petit peu plus tard sur les autres courses. Comme Anto nous avait prédit, ça s'est joué en grande partie dans l'étape du contre-la-montre par équipe, dans lequel il y a eu des conditions particulières, puisque les premières équipes sont parties sous des conditions qui étaient relativement bonnes pour rouler, et les dernières ont subi des pluies et des orages. Euh, donc, ça a eu une incidence quand même assez importante sur leur performance et sur le classement, qui fait que, par exemple, l'équipe de Bora s'est retrouvée à perdu 54 secondes sur cette étape, ce qui a été assez rédhibitoire pour Roglic pour essayer de revenir au général. Comme Anto, tu avais fait notre Nostradamus, je te laisse la parole pour reprendre. Bon, enfin, Nostradamus, quand même, il est quand même L'analyse. lamentablement foiré pour le promo. je vous donnerai pas les numéros du loto, vous savez que je ne gagnerai pas. Ouais, non, sur Paris-Nice, c'est vrai qu'il y a eu un vainqueur un petit peu surprise, la personne de Matteo Jorgensen, qui est un très bon coureur, hein, qui court Visma Lease the Bike, ancienne de la Movistar, si je ne m'abuse. Non, un petit peu, un Paris-Nice un petit peu particulier où on attendait vraiment un duel entre Roglic, Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Donc Remco Evenepoel qui a été à son niveau, qui était certainement le plus fort de la course. Alors ça, en tout cas le plus puissant, pas forcément le meilleur, puisqu'il y a eu donc Matteo Jorgensen devant lui, mais concrètement, un vainqueur surprise, alors, la personne Matteo Jorgensen qui a su être finalement assez intelligent. Il n'a jamais porté le maillot jaune de leader au cours de cette course et qu'il a pris lors de la dernière étape. Donc c'est une petite surprise quand même, avec notamment Primoz Roglic qui n'était pas du tout au niveau attendu et qui a été en retrait sur toutes les étapes. C'est vrai que Remco Evenepoel a été très fort et a attaqué quasiment tous les jours, vraiment. Et c'est vrai que le contre-la-montre par équipe n'a pas dû aider Roglic, mais on l'a senti quand même assez faible, manquant de puissance sur chaque étape, sur chaque accélération, et de Remco Evenepoel notamment, là où les années précédentes, notamment en Catalogne, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai qu'il y avait des arrivées, c'était un coup Roglic, un coup Evenepoel, le lendemain c'était Roglic, et puis le surlendemain c'était Evenepoel. Là, c'est vrai que il y a eu Evenepoel qui a été à son niveau et qui a fait ce qu'il fallait, on va dire. Le jour où il sera peut-être un petit peu plus intelligent, il arrivera peut-être à gagner ce genre de course. Mais en tout cas, Primoz Roglic qui n'a pas été au niveau attendu. Après, il faut peut-être lui laisser du temps avec la Bora, mais un petit peu une surprise quand même, un petit peu à l'image de ce qui se passe chez Visma Lease the Bike sur les Flandriennes, mais on y reviendra pareil un petit peu après. Tu dis Remco plutôt rassurant, Roglic plutôt inquiétant, quoi. Ouais, Mais est-ce que Remco, tu l'as vraiment trouvé rassurant? Moi, je l'ai trouvé assez limité au final parce qu'il n'a pas réussi à se débarrasser de tout le monde. Il a repris un tout petit peu de temps par-ci par-là, mais c'était pas quand même tranchant, quoi. Il n'a pas été comme il était ouais, Remco à attaquer à 30 bornes de l'arrivée et à mettre tout le monde au pli, quoi. ouais, mais après pour moi, enfin, autant si la préparation, si l'objectif était le Giro, oui, effectivement, je trouve que ce serait inquiétant.
Après, Paris-Nice, c'est au mois de mars. Son objectif, c'est au mois de juillet. On a vu que sur les étapes de plat, chaque fois qu'il voulait quand même accélérer, il faisait mal à tout le monde. Je pense que c'est plus des circonstances de course qui ont fait que ça ne s'est pas fait comme ça, plutôt que réellement une faiblesse de sa part. Je trouve que finalement, en tout cas au mois de mars, il est quand même bien plus en forme au final qu'un Primož Roglic qui a le même objectif que lui. Donc non, ouais, j'ai trouvé plutôt rassurant. Et puis après, c'est vrai que enfin, on le voit concrètement. Le contre-la-montre par équipe a clairement pas dû aider, mine de rien. Après, dans la tête, c'est pas pareil. Quand on est leader et qu'on donne pas un coup de pédale, effectivement, on sauve de l'énergie. Lui, derrière, il a un peu tout chassé. C'est un petit peu la problématique. Je pense que la stratégie était pas forcément la bonne. Après, bon, voilà, Remco a fait du Remco, c'est-à-dire que sur le Mont-Brouilly, quand il perd le sprint face à Mathias Skelmose, je sais pas ce qu'il fait. C'était lui le meilleur au sprint, mais je sais pas, il démarre trop tôt. Enfin, je pense qu'il doit jamais lire les roadbooks, clairement. Et je pense que le jour où il se mettra à lire des roadbooks, il Il gagnera a quand plus même des d'étapes. DS avec lui, c'est quand même surprenant, quoi. Les mecs, c'est quand même leur boulot. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Chaque fois, il y a une excuse. Et le virage, il était il était un peu trop pentu et c'était un virage à gauche alors que je croyais que c'était un virage à droite. Enfin, à chaque fois, il y a une excuse. Et je pense qu'en réalité, le jour où il gommera tout ça et que ça deviendra un vrai cycliste, parce que bon, il a commencé assez tard, je pense qu'il arrivera à gagner et à performer beaucoup plus que ce qu'il ne le fait déjà. Après, non, honnêtement, je l'ai trouvé rassurant Ok, pour pour mars. la période de l'année. Moi, je suis d'accord. Barbouche, ouais. Assez rassurant, je trouve. Effectivement, oui, on pensait qu'il allait gagner ou faire deux. Bon, finalement, il fait deux, mais pas derrière la bonne personne, entre guillemets. Donc, non, moi, je suis pas trop inquiet pour lui. Il a plutôt été bon, il n'a pas été exceptionnel, c'est sûr. Mais c'est encore tôt dans la saison. C'est plutôt très décevant pour Roglic. Surtout que je pense que Evenepoel, oui, il va sur le Tour de France et essayer de faire quelque chose, un podium ou quoi, mais je pense qu'il sait qu'il ne gagnera pas le Tour de France. Il y a deux personnes devant lui qui vont être là. Et je me demande si c'est pas finalement plus même les JO qui va vouloir gagner à 200%. Puis il y a quand même, il peut faire un doublé en soi. La course sur route, elle est faisable pour lui. Elle est longue. Je pense que ça se fait effectivement. Et le côté pavé de Montmartre, etc., qui est difficile. Mais je pense que la course est pas mal pour lui, surtout qu'il y a peu d'équipiers. Et lui, il adore partir de loin. Et du coup, rouler tout seul. Et s'il n'y a pas d'équipe derrière à rouler, bah, c'est plus facile. Donc, on verra. Voilà, revoir la gueule de l'équipe de Belgique quand même, parce que Ouais, il mais va en y avoir du vrai. monde qui va vouloir gagner une petite On est médaille quand d'accord, même. mais en vrai, qui donne le plus de réassurance, je trouve, ces dernières années sur les courses d'un jour comme ça, entre Van Aert et Evenepoel, je trouve que Evenepoel est plus sûr. Euh, Après, ça ressemble plus à un Tour oui, des Flandres qu'à un Liège. oui, mais Les après, bosses les sont pavés de toujours top. Montmartre, c'est pas non plus l'enfer. Quand tu me diras, j'ai jamais monté à vélo, tu me diras, mais Ouais, mais c'est pas, c'est hyper court, quoi. C'est pas Ouais, du. ouais, ouais, non, c'est mais plus du punch que bon, de du. toute façon, c'est Mathieu Van Der Poel qui va gagner. Mais Pour les autres médailles, pour les autres médailles. pour les autres médailles, je vois plus un Evenepoel comme un Art, en vrai. Mais bon. Mais après, sinon, effectivement, celui qu'on n'avait pas vu, c'est Jorgensen. Et c'est vrai que je m'en veux un peu de ne pas l'avoir vu, en vrai. Je pense que j'ai pas assez regardé les start lists et je me Je suis pense que je vous l'avais basé sur pas ce que mis tu m'as dans envoyé. les favoris, que Bah ouais, ça ouais, vous ouais, et a c'est bête embrouillé, en ça vrai, vous parce a embrouillé. que en vrai, il est plutôt bon depuis 2-3 ans, il est quand même là, très présent en Romandie, Nice et tout. Il fait quand même des stats assez plutôt bonnes. Ouais, Et oui, il fait quand même top 10 à chaque fois. Romandie, soit il fait top 2. Enfin, je me souviens d'une course où il est très très bon, c'était peut-être au Romandie de l'année dernière. Et après, on sait très bien, mine de rien, sans éveiller de soupçon quel qu'il soit, juste quand il passe chez Visma, les coureurs, ils prennent quelques watts. Ça Pour s'appelle le quelque raison que ce professionnalisme. soit, en vrai, on le voit depuis 2-3 ans avec Tige Benoît, avec Christophe Laporte, ils ont quand même tous fait des progrès. On pourrait discuter de Tiff Benoît, mais il a un meilleur palmarès avant la Jumbo ouais. qu'après la Jumbo, quand Ouais, même. mais quand tu Enfin, sais, Visma, pardon. à un moment, il a été bon, notamment l'année où il gagne l'Estradé. Euh,
Bah, Après, il était on le chez voit plus. Visma? Non, Non. non, il n'est pas Il chez était Visma, chez Lotto évidemment. encore, hein. Oui, tout à fait. Mais après, on ne le voit plus trop pendant 2 ans. Il retourne chez Visma et tout à coup, sur les classiques Flandriennes, etc., on le retrouve à faire des bonnes stats. Notamment l'année dernière sur l'Estradé, il n'est pas si loin. Bon, il se roule dessus avec Valter, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est la Mais faute de Valter, hein. oui, c'est plutôt Valter qui le roule dessus. Mais bref, dans tous les cas, il avait fait des progrès. Christophe Laporte a fait des progrès. Enfin, ils ont tous passé un cap en allant chez Visma. Et du coup, je me dis que c'est bête qu'on n'ait pas pensé effectivement à Jorgensen, qui était plutôt présent et plutôt bon ces dernières années, qui puisse passer un cap. De là à gagner Paris-Nice, ok, mais qu'il soit plus proche du podium que ce qu'on a dit. Mais tu vois, tu l'avais même pas mis Mais dans ouais, les c'est vrai. potentielles personnes, alors que bah, il gagne, quoi. Après, enfin, quand on regarde le palmarès de Paris-Nice, on voit que c'est pareil. Qui aurait prédit que Max Schachmann faisait doubler de Paris-Nice? Ego du Ah, podium. Enfin, ça n'avait aucun sens, quoi. ouais. Des gros favoris du On n'a pas tour. parlé de Ah, David Godu d'ailleurs. Enfin, je suis content ouais, d'avoir sur mon oui, podium. oui, oui, on peut en parler, Chrono, chrono Dominique. podium, je suis content de l'avoir mis là, je pense. Je trouve que vraiment, j'avais l'œil, quoi. J'étais le Nostradamus, Le nez. mais raté, quoi, parce que là, oh là, Et ouais, du coup, non, mais on peut parler de son comportement, par contre, qui est quand même, enfin, que moi j'ai trouvé assez, comment dire, j'allais dire scandaleux, peut-être pas jusque-là, mais assez, pas peu professionnel quand même, qui gueule un moment, il y a Quentin Paché qui l'attend sur une des étapes là où il lâche. Et en fait, Godu avait décidé, ça y est, qu'il lâchait complètement le général après 3 étapes. Enfin, c'était assez surprenant de sa part, vu ce qu'il prépare normalement sur la suite de la saison, quoi. Est-ce qu'il y a déjà un changement chez FDJ? C'est ça, je voulais parler un peu plus tard avec Lenny Martinez. Est-ce que bah, oui, il donne plus d'assurance en ce début de saison. De là à dire qu'ils vont changer toute leur strat et mettre Lenny Martinez leader. il n'est pas prévu autour, hein? Voilà, mais il est sur la Vuelta, je crois, non? Ouais, Ouais. ouais, ouais, je Euh, crois qu'il retourne sur la Volta d'ailleurs. je sais pas, voilà, j'y crois pas trop. En gros, quand on voit Godu et l'histoire qu'il y avait eu, par exemple, avec Desmar, on voit que David Godu a quand même une opinion particulière de lui-même et de ses coéquipiers. Du coup, Ah, je souris parce que je suis content pour la j'affabule. défense d'Arnaud Démarre, quoi. C'est quand même. Ouais, t'imagines, on est là, hein. J'affabule peut-être un peu, mais je me dis que ce comportement-là de lâcher la roue alors qu'il y a un coéquipier qui se sacrifie pour toi, Ouais. ça me paraît assez peu professionnel, quoi. Bah, c'est ce qu'avait fait Caleb Ewan avec Frédéric Frison, je crois, l'année dernière au Tour ou je sais pas quoi, là. Mais. On Enfin, moi, je suis un des deux, effectivement. compare pas les deux. De quoi? C'est pas comparable pour moi. Enfin, Ouais, non, mais c'est. Enfin, peut-être pas comparable, mais enfin, c'est quand même. Pour moi, pour le coéquipier qui attend, c'est quand même assez dégueulasse. Donc, ah oui, oui, bah, complètement. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore un leader après avoir fait ça? Je... Perso, je pense pas. ouais. C'est vrai que moi, j'avais été déçu par le truc avec Desmar à l'époque, l'histoire, là. Ça m'avait. J'aimais bien David Gaudu, c'est vrai que cette histoire-là m'avait un peu déçu quand même du comportement, enfin, carrément d'ailleurs. Après, j'attendais de voir quand même ce qu'il allait faire sur le tour. Effectivement, pour lui, que ça l'arrange pas qu'il démarre sur le tour, je peux comprendre. Il y a Mais des bon, manières de le dire, quoi. voilà, il y a des manières de le dire et de le faire. Et puis c'était pas pour moi à lui de choisir l'équipe. Et puis surtout, vu ce qu'il a fait derrière, bon, bah, malheureusement, méfait de cette terre, Et, quoi. et vu ce qu'il fait derrière, parce que bon, Depuis, Et ouais, puis, ouais, ouais, carrément. C'est vrai que depuis voilà. son Paris-Nice troisième l'année dernière, on l'a plus vu, quoi. on passe Ça, sur ça- Tirreno Adriatico. C'est un petit Danois qui a gagné, Jonas Vingegaard. Alors, je pense Ouais. qu'on a eu tous du nez, puisqu'on l'a tous mis vainqueur et qu'il a écrasé la course. Ah, j'ai mis Euh, Ayuso 2 non, moi, je crois. Anto, Hugo Ayuso 2, Nico Ayuso 2. Et Anto avait tenté un petit coup en Da- mettant Dani Martinez, non? Dani Martinez, oui, c'est ça. Mes Ouais. notes sont mauvaises. Pas Lenny Martinez, mais Dani Martinez. Et Juan Ayuso, ouais. Et donc au final, ça a fait Jonas Vingegaard, Juan Ayuso et Jane Lay. On Mais n'avait ouais, pas et tu vu du vois, coup. pareil, je me suis dit, on est bête, quoi. En vrai, il est à peu près toujours là. C'est pas le top niveau, mais il est toujours. Depuis son Giro, je crois qu'il a peut-être raté une fois une course où il a moins été bon, mais sinon, il est à peu près. Pour le coup, je crois, si je me souviens bien, qu'on l'avait évoqué et Oui. que tu as déjà fait cette petite référence à encore un qui a gagné le Giro sur un malentendu, quoi. Ça ressemble au Bastos d'Anto, ça.
Et pourtant, j'ai bon souvenir que c'était plutôt toi, Marmouche. Ah ouais? Non, Ouais. mais oui, effectivement, ouais, c'est sûr que tu regardes les palmarès du Giro, tu vois des Tao Geoghegan qui est là. Bon, et déjà Hindley un an plus tard ou 2 ans plus tard d'ailleurs. C'est pas les. C'est sûr, mais enfin, c'est toujours pareil. C'est sûr que s'il y a Vingegaard ou Pogacar, ou. Enfin, ils vont le gagner le tour, quoi. Mais bon. Mais ça reste des très très bons coureurs. Et Jay Hindley, plus pour moi que Ege Hoggenhardt, qui depuis, Ah oui. on l'a plus vu du Euh, tout, quoi. Il est Jay équipier. Jay Hindley, il avait gagné vraiment le Giro à la pédale. Ouais. Pour le coup, Il fait, enfin, il fait pas c'était deux sûr. l'année où Gegenhardt gagne en plus? Si, si, en plus, ouais, il Donc était chez voilà, il est BSM à ce plutôt moment-là constant. et Ouais. Il est pas au top top, mais il est plutôt constant, quoi. il n'arrivait pas à mettre sa veste, je crois, dans la montée du Stelvio, je Ouais, me c'est rappelle ça, qu'il. cette étape de fou. Avec Juan Dennis Ouais. qui monte Ouais. Gegenhardt jusqu'en haut, le mec avait jamais. Enfin, bon, on parle plus de Juan Dennis, on l'a Non, on parle cancel, plus de mais Rohan bon. Dennis. Mais Déçu d'Ayuso, alors pareil. honnêtement, presque un peu déçu. Ouais. Et, je m'attendais à ce que Vingegaard domine quand même. De là, ce qui est tant de marge entre Vingegaard et Ayuso, enfin là, Ayuso est jeune, mais là, on aurait dit un cadet. Sur un Vingegaard qui, bon, lui est en forme, mais qui n'est pas non plus à son pic de forme. Face à un Ayuso qui était quand même plutôt, lui, en belle forme. Parce que ça a peut-être dû lui faire un petit peu mal à la tête de se faire autant dominer. Ouais, Vingegaard, enfin, je dois avouer, assez impressionnant euh, pour, euh, pour cette période-là. C'est vrai que l'année dernière, on l'avait vu monter gentiment en puissance avec un Paris-Nice notamment qui avait été correct, mais sans plus. Là, par contre, il est vraiment impressionnant. Il a marché sur ses adversaires. Il faisait ce qu'il voulait. Un petit peu à l'image d'un Tadej Pogacar sur la Catalogne, mais ouais, vraiment assez impressionnant pour ce début de saison. D'accord avec Anto surtout. Pas surpris que Vingegaard gagne, un peu plus surpris de l'écart et qu'il ait autant marché sur les autres. Et surtout sur Ayuso, vraiment, j'attendais un peu comme Anto, un peu plus de sa part. Là, il a vraiment pété à chaque fois et Est-ce qu'au bout fort, hein. de trois étapes, il voit qu'il n'est pas au niveau, il sécurise un petit peu sa deuxième place en contrôlant le Ouais, reste? mais je sais plus, à un moment, il essaie de le suivre, à un moment donné, dans une étape, Ouais, là, ouais, ouais. et ça Ça n'a dure pas duré longtemps, ouais. 50 mètres, quoi. Et après, tu vois, même cette déclaration, ça fait un peu presque peur, quoi, en mode, bah, en fait, il est largement au-dessus, quoi. Le mec, il monte, je tiens 50 mètres, et après, j'arrive plus à respirer, quoi, tellement c'est hardcore. Donc, Dans les bonnes choses, moi, que j'ai relevées, j'ai Del Toro en 4 ouais. et quand même notre ami O'Connor en 5 qui a été, pour le coup, acteur, vraiment. Enfin, pour le coup, là, il m'a plutôt plu dans cette course-là, où il a été vraiment acteur sur la plupart des étapes où il est dans le groupe, on va dire le groupe 2 quoi. Enfin, il y a Vingegaard devant et après, ça se joue les places d'honneur, quoi. En réalité, je pense que, bon, hormis Ayuso qui est un petit peu déçu, sinon, je pense qu'il est quand même, bien que j'ai pas été tendre avec lui lors du dernier podcast, mais pour moi, il est ces outsiders-là sur ce genre de course lorsqu'il n'y a pas un Tadej Pogacar ou un Jonas Vingegaard, c'est quelqu'un qui va jouer le podium, voire la gagne si les circonstances sont positives. Après, voilà, de là à en faire un leader de grande, enfin un potentiel vainqueur du Tour de France, certainement pas. Mais après, je pense que c'est un excellent coureur et qui est pour moi à sa place, voilà, dans le top 5 sur des courses d'une semaine. Et Del Toro en 4 qui a fait quand même des superbes étapes en bossant à fond pour Ayuso, en étant décroché, en revenant, en Mm. s'arrachant pour faire des sprints. Moi, il m'a assez impressionné pour le coup, un gamin vraiment. Impressionnant pour moi, c'est peut-être le coureur, on va dire, le plus impressionnant, bon, hormis Pogacar et Vingegaard, bien évidemment, mais depuis le début de la saison. Il est encore jeune, peut-être un petit peu trop impressionnant, trop jeune. On va terminer avec les courses par étapes, Mm. avec le Tour de Catalogne, la Volta Catalunya, qui a été Mm. remporté par notre ami Tadej Pogacar avec 4 étapes sur 7. Presque 5. Enfin, il n'y a pas grand-chose au final. Landa qui fait Mikel Landa, premier des êtres humains, quoi.
Et Egan Bernal, podium, est-ce que voilà, ça va être son retour. Content de revoir Bernal sur un podium. Ça fait plaisir de le revoir. Bon, je pense que même s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires, il est un cran en dessous de Vingegaard dont on vient de parler et de Pogacar qui a démonté la course. Euh, donc je suis content de le retrouver là. Je pense pas qu'il ira rechercher des autres. Je pense qu'il a un cran en dessous des deux, plus même d'Evenepoel. Voilà. Et après, Landa, très Dans surprenant. Roglic, tu peux en mettre devant lui quand Ouais, même. ouais, ouais, carrément, Roglic et tout, mais c'est même pour, voilà, juste pour dire qu'un podium, je pense que sur le tour, c'est pas envisageable malheureusement. Mais par contre, je suis content qu'il soit là et je pense qu'il peut aller chercher un top 5 quelque chose comme ça. Parce qu'il est solide rouleur, il est bon grimpeur, il lâche pas trop en plus, souvent. Landa, hyper surprenant, je m'attendais pas du tout à ça en vrai. Ça fait des années qu'il est un peu moins bon, donc plutôt content pour lui, parce que c'était un coureur que j'aimais bien à l'époque de Sky. C'était un peu le seul que j'aimais vraiment bien, parce que bon, les autres, j'étais un peu moins fan. Bon, et Pogacar, bon, bah, il y a rien à dire. La première étape, heureusement qu'il la prend pas finalement, parce qu'il sort trop tard, mais quand il accélère, c'est quand même assez impressionnant. Il fallait pas un mètre de plus, je pense, sinon c'était fini. Après, il gagne les deux étapes de montagne largement, en disant en plus qu'il était pas si bien, je crois que sur la deuxième qu'il gagne. Après, ce qui est pour moi différent de Jonas Vingegaard qui a écrasé la course sur Tirreno, justement, comme on le disait juste avant. Ce qui est vraiment différent, c'est que bon, Pogacar, son objectif, il commence dans un mois. Hein, le Giro, c'est Ouais. début mai. Donc lui, c'est normal qu'il soit beaucoup plus en forme, on va dire, qu'un petit peu les autres. Et c'est qu'il soit plus en forme que Vingegaard. Parce que lui, bah, globalement, il lui reste 2 semaines et demie d'entraînement. Après c'est le Giro. Donc, Ouais. c'est normal qu'il soit à ce niveau-là. Alors, bon, il y a une marge, il y a un monde d'écart entre tout le monde, mais en tout cas, entre l'impression laissée par Tadej Pogacar à la Catalogne, qui est pour moi plus logique que celle de Vingegaard à Tirreno, où finalement, voilà, Vingegaard En a termes vraiment d'impression globale, je suis complètement d'accord avec toi. Pogacar a l'air vraiment beaucoup plus en forme. Et aussi en termes de chrono, il leur a mis la misère vraiment en chrono, alors au final, on vous parliez d'Ayuso qui n'était pas si en forme que ça. Il a pris une minute 30 au final, au général. Ce qui n'est pas non plus énormissime. Hmm. Alors que là, si Pogacar avait Ça voulu compte. mettre encore une minute de plus, il aurait pu, et il a déjà 3 ou 4 minutes d'avance sur tout le monde, quoi. Après, Pogacar, en plus, c'est vrai que chaque année, on le voit de la première à la dernière jour de course, il est là, quoi. Alors que c'est vrai que Vingegaard, on le voyait arriver avant le tour. Bon, l'année dernière, il fait la Vuelta, mais sinon, l'année d'avant, bah, on le voyait pas trop, quoi. Il a fait le tour où il était très fort, et puis c'est à peu près tout, quoi. J'avais aussi noté de parler de la belle perf encore de Lenny Martinez. Il fait un début de saison assez admirable, ouais. relativement conforme à ce qu'il avait fait en fin de saison dernière. Il progresse encore, donc c'est top. Et hyper impressionnant, pareil, de là à dire qu'il va être leader de l'équipe absolue, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est des belles promesses. J'espère qu'il restera chez Groupama, même si toi, tu ne l'aimes pas trop cette équipe. J'espère quand même qu'il restera dans un giron français. C'est pas que je les aime pas, c'est que juste que ils ont par le passé montré qu'ils n'étaient pas forcément les meilleurs pour développer un talent pareil et l'amener à son potentiel maximal. Tout comme AG2R enfin la Decathlon AG2R dans son ADN n'a pas les grands tours avec un grand leader, enfin n'a pas réussi à voilà à avoir de gros Mhm. succès. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec Jean-Christophe Perrault à l'époque et Romain Bardet, mais ils n'ont pas optimisé le truc. Et FDJ, bah, ils avaient Pinot qui était quand même voilà un coureur champagne si j'ose dire, mais qui était pas voilà qui était Pas trop pas non plus de superlatifs sur un non courage. non mais J'attendais de voir ce que tu allais dire. non, non, mais je reconnais sa valeur intrinsèque, mais c'est ça que je veux dire en fait, c'est que pour moi, ils n'ont pas la structure derrière qui fait qu'ils puissent développer un coureur pareil, quoi. Mhm. Et un Lenny Martinez dans une équipe formée autour de lui pour un grand tour avec les moyens qu'il faut pour qu'il se développe en contre-la-montre, par exemple, ou les lacunes qu'il va avoir.
ce serait intéressant de le voir. Je comprends ce chauvinisme et qu'on espère le garder dans une équipe française, mais je ne sais pas si pour lui et pour qu'il se développe au max, c'est la meilleure option. Il faut qu'il reste quelques années encore, la Groupama. Après, effectivement, s'il veut gagner un grand tour, effectivement, je pense qu'il faudra qu'il parte. Là, tout à l'heure, je parlais, ils ont le même âge, je crois, avec Ayuso, ils ont 19 ans tous les deux. Del Toro, pardon. Je crois qu'ils ont 19 ans tous les deux. Autant Del Toro, je le trouve, comme je le disais tout à l'heure, très fort, très jeune. Autant Lenny Martinez, il est très fort, il fait un très bon début de saison, mais on sent en tout cas qu'il a une marge de progression. On sent qu'il peut prendre en force, on sent que voilà qu'il a encore une belle marge et qu'il n'est pas son plein potentiel. Autant Del Toro, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas persuadé. Après, je peux me tromper et très largement me tromper. Mais je pense qu'en réalité, il faut qu'il reste chez Groupama, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la Bahrain Victorious qui lui offrait un pont d'or. Je pense que la problématique, c'est qu'il va avoir peut-être un petit peu trop de pression trop tôt. Là, en restant chez la Groupama, il va pouvoir apprendre son rôle de leader sur des plus petites courses, peut-être avec moins de pression, parce qu'un petit peu moins d'argent quand même, dans un environnement un peu plus français, justement, et ils vont peut-être pas aller lui faire je veux dire, on peut le voir, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on expose trop les jeunes. Pour moi, il y a un processus d'apprentissage et aller le mettre direct 2025, tiens, leader sur le tour, tu vas gagner le tour, je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt et je pense que pour moi, il aurait tout intérêt à rester 2 ans, 2, 3 ans à la Groupama et ensuite d'aller effectivement pour valider une progression. Et une fois que cette palier de progression est validé, aller dans une vraie équipe qui lui permette de jouer le général du Tour de France, hein, parce qu'on parle de ça clairement. Je pense que Ok, clairement, je retiens donc que Groupama n'est pas une vraie équipe. non. Nouvelle bombe, passée inaperçue. Non, une vraie équipe je pense que Pour jouer Groupama, la Ligue. voilà, pour envisager une victoire sur le Tour de France. Pourtant, contrairement à vous, j'apprécie vraiment Groupama. Ah non, J'aime mais ce qu'ils moi, font. je les aime bien aussi, hein. J'adore Stephen King, par exemple. Il y a que Nico. Il y a que Nico. Non, je trouve que ce qu'ils font, honnêtement, c'est quand même l'équipe française la plus cohérente depuis un bon moment. Je suis désolé, Decathlon AG2R, Ah, ils mais recommencent un petit peu à se remettre sur les bons rails, mais ils ont fait un petit peu n'importe quoi ces je suis dernières d'accord, je années. suis plutôt d'accord avec toi. La Total Energy, je comprends pas. Arkea, Cofidis, je n'arrive pas à voir leur stratégie non plus. Guillaume Martin. Pardon? Guillaume Martin, quand même. De Ouais. retour, hein, de retour. Non. Il a des douleurs au genou, donc je compatis avec lui en ce moment. Non, mais clairement, la Groupama, ça fait maintenant pas loin d'une dizaine d'années où c'est logique, c'est cohérent, c'est pour moi la meilleure équipe française, celle qui a formé le plus de jeunes et celle qui a le plus de victoires aussi. Donc, non, c'est pas que c'est pas une vraie équipe. Maintenant, comme tu le disais, je pense qu'ils sont limités pour faire gagner un Tour de France. Mais ne serait-ce, enfin, j'ai objectivement pas grand-chose contre la Groupama, c'est plus un ressenti et j'ai rien contre eux. C'est juste que Non. je pense qu'ils sont limités et c'est ça que. Mais même, en fait, juste objectivement, financièrement parlant, ils n'ont pas du tout le même budget qu'une grosse écurie, Visma, Ineos, Ouais. UAE, voilà, Bora. Maintenant, on verra Bora dans 2 3 ans, ça va être monstrueux avec Red Bull. Voilà, on va voir ce que ça donne. Même Lidl Trek, bon, on va reparler vite fait des classiques. Ils ont une équipe monumentale. Ouais, mais Voilà, donc c'est plutôt ça que je dis. Et tu l'as dit, pour moi, tu as dit ce qu'il fallait. C'est que tu as dit c'est la meilleure équipe française. Voilà. Et tu as cité les autres équipes françaises. Et on est limité en moyens. Et les stratégies sont parfois incohérentes. On enregistre le 25 mars et c'est la semaine du Ronde 2 Van Vlaanderen. Donc la plus belle course du monde et la meilleure classique de toutes, même si on aura le débat plus tard. Mais c'est tout à fait vrai. Euh, Et du coup, on a commencé donc depuis notre dernier podcast, et on va faire dans l'ordre chronologique pour les classiques. Et on va parler de Milan-Turin, parce qu'elle a été remportée
par un ancien vainqueur du Tour des Flandres, Alberto Bettiol, qui avait bien préparé son coup, qui a attaqué à 30 bornes de l'arrivée tout seul et qui était habillé full aéro avec la combi aéro, le vélo qui va bien, les gants aéro, le casque aéro. Donc il avait clairement, très très clairement vu l'opportunité de remporter une course comme ça. J'ai toujours bien aimé Alberto Bettiol. Effectivement, il a gagné le Tour des Flandres un peu de manière aléatoire, parce que de toute façon, je pense que tout le monde sait que cette année-là, si Van Der Poel ne tombe pas dans la descente qui amène au vieux Quarmont, là, c'est le plus fort pour moi. Bon, on pourra pas réécrire l'histoire, mais c'est le plus fort, donc je pense qu'il l'aurait gagné. Bon, il fait quand même 4 après avoir fait une espèce de course-poursuite un peu tout seul. On passe au vrai Milan-San Remo avec la victoire de notre ami Jasper Philipsen. Surprise, pas surprise, on pouvait s'y attendre. Est-ce que c'est une surprise? Pas tant que ça non plus. Enfin, pour moi, c'est vrai que je l'avais peut-être pas, je l'aurais peut-être pas mis vainqueur, ça c'est sûr. Après, de là à dire ce que c'est une surprise, je pense pas. Et vu la physionomie de la course, après, je pense que UAE a clairement pas bien couru. Je pense que c'est plus la défaite du UAE que la victoire enfin, de la Alpecin. En fait, ils avaient une stratégie. Elle s'est pas déroulée comme prévu parce que là où finalement il y a une grosse erreur, c'est que ils ont monté la Cipressa à bloc, certes, mais du coup ils étaient plus que Mhm. trois. Del Toro lâché, donc Vélens a appuyé sur les freins et finalement ils ont abordé. Quand on regarde Pogacar au début du Poggio, il est loin, beaucoup trop loin en tout cas par rapport à la stratégie, enfin par rapport à l'attaque qu'il doit mettre. Et en réalité, s'ils avaient su s'adapter, ils auraient dû attaquer le Poggio à bloc, faire rouler Del Toro comme il a roulé dans la Cipressa, et c'est-à-dire faire péter tout le monde. Il y aurait eu qui? Il y aurait eu, je sais même pas si Mathieu, parce qu'apparemment il était si bien que ça, et on le voit d'ailleurs sur la deuxième attaque, même si il était mieux que tout le monde parce que c'est le seul qui arrive à peu près à revenir en haut. Même s'il fait une remontée stratosphérique que lui qui a ça, lui et des Ouais, scooters, je crois, c'est tout. Et que ouais, mais je pense honnêtement, je pense que si Del Toro s'était mis à la planche dès le début du Poggio, que derrière Vélens aurait fait son relais de 400-500 mètres, je pense que Mathieu aurait eu du souci à se faire. Non, je suis d'accord, effectivement, je pense que les UAE sont plantés. On n'a pas vu les Hirschi inexistants, donc très étonnant. Euh, donc dommage pour eux et dommage pour Pogacar, qui était, je pense, encore une fois le plus fort. Mais après, c'est dur de faire péter des gens quand même à la roue dans le Poggio. Il faut vraiment être ultra explosif, mine de rien. On a vu qu'il faire des Alaphilippe, des Van Der Poel, etc. Donc, il faut vraiment avoir une explosivité monumentale pour aller faire sortir de la roue et après à prendre 2-3 mètres. Donc voilà, dommage pour Pogacar. C'est quand même à noter qu'un champion du monde met quand même ses ambitions de côté parce que, alors il est peut-être moins bon que l'année dernière, mais il passe quand même deuxième en haut du Poggio. Il peut rouler avec quand même Pogacar, essayer de sortir à deux. Apparemment, Philipsen lui dit ne roule pas. Et alors peut-être qu'il se sent effectivement fatigué peut-être de son attaque qu'il a mise en haut, mais en tout cas, il aurait pu aussi potentiellement tenter sa chance. Et vu qu'on lui dit mec, Philipsen a des bonnes cannes, bah il s'arrête et il roule sur tout le monde, quoi. Donc c'est quand même beau d'avoir cet esprit d'équipe, je trouve, quand tu es champion du monde, de te dire, bon, ben, allez, je vais mettre mes ambitions de côté. Peut-être aussi parce qu'il y avait l'histoire de Philipsen qui disait, est-ce que je vais partir d'Alpecin ou pas dans la semaine? Mais en tout cas, c'était chapeau de sa part de cet esprit d'équipe. c'est pas un peu intéressé aussi de la part de Mathieu en se disant, je me sens pas forcément à 100%, je suis pas sûr de taper Pogacar au Ouais. sprint, puisqu'apparemment c'est aussi un sprinter d'après Anto. Euh, Est-ce que je sacrifie pas ça, je lui donne, entre guillemets, je lui offre l'opportunité de gagner San Remo, et en échange, il me laisse tranquille pour Roubaix, parce que Philipsen a quand même annoncé des grosses ambitions pour Roubaix. C'est normal, il fait quand même deuxième de Roubaix, mine de rien, l'année dernière. Je crois qu'il avait fait sur les juniors, apparemment, il avait fait une performance sur Roubaix. Donc c'est normal et légitime d'avoir des ambitions dessus, hein. Moi, je suis Van Der Poel. Je suis normalement leader de l'équipe. C'est des monuments, il y en a 5 par an. N'en déplaise à certains qui en veulent un sixième potentiellement. Mais pour l'instant, il y en a 5 par an. Il y en a 3 sur lesquels il a quand même de fortes chances de gagner.
deux sur lesquels on se dit qu'il va très probablement pas les gagner, voire potentiellement jamais les gagner, bah si je suis bien, j'y vais, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, je pense que Ah, Milan-San Remo. Alors, s'il n'avait pas gagné l'année dernière, je pense que ça aurait changé la donne. En vrai, Milan-San Remo, il a déjà gagné. Il a beaucoup, beaucoup plus à perdre à ne pas laisser Philipsen, en fait, à pas jouer à Philipsen si, plutôt qu'à gagner. Imaginons, il fait le sprint contre Pogacar, il perd contre Pogacar. Je pense qu'il aurait eu beaucoup plus à perdre. Peut-être que tout le monde aurait eu moins confiance en lui. Lui-même, peut-être, je pense que ça lui aurait fait mal à la tête. Je pense que finalement, là, il s'est dit, bah, quoi qu'il en soit, j'ai pas gagné, mais j'ai roulé pour. Il n'a pas pris de risque. J'ai roulé pour Philipsen. En plus, Philipsen gagne, donc c'est encore plus la belle histoire. En plus, il a le beau rôle. Et à mon avis, il avait beaucoup, beaucoup plus à perdre en roulant avec Pogacar pour essayer de gagner, plutôt qu'en faisant ce qu'il a fait, en essayant de faire gagner Philipsen. Juste un petit mot sur Bruges de Panne pour dire que Philipsen, visiblement, est capable de gagner sans Mathieu Van Der Poel en poisson pilote ou en rattrapage. le sprint était chaud quand même. Le sprint entre Merlier et Philipsen. Merlier qui a bien bloqué Ouais, et en plus, à la fin, Philipsen. il dit un peu que c'est la faute de l'orage. Je pense que quand il revoit les images, il se dit, oula, j'aurais mieux fait de pas rager, je pense, parce que. Le sprint un peu houleux, où notre ami Jason Tesson de Total Energy finit quand même quatrième. Ça aurait été beau pour lui de faire un podium, juste pour faire un clin d'œil au fait qu'il a gagné la Route Orangelle Tout dimanche. à Donc fait. ça, c'est plutôt cool pour lui. Le 3 Saxo Bank Classique, qui est un petit Tour des Flandres. On voit donc Mathieu Van Der Poel qui gagne. Un Wout van Aert qui était quand même très très fort aussi, mais qui finit 3 derrière Jesper Stuyven. Grosse... Ah, Anto, t'as déjà un truc à nous dire, vas-y, hein, je te Non, laisse. mais je pense que c'est symptomatique de Wout van Aert, mais je suis en train de repenser à sa chute. En fait, un coureur comme ça, il n'a pas le droit de chuter comme ça en réalité. C'est Je quoi, sais du coup, pas. il était mal placé, il a fait une erreur d'intention avant, ou c'est pendant le truc, il n'a pas passé à ce moment-là? Ou c'est le fait que Mathieu a mis tellement la pression avant que là, il s'est dit, Mathieu Van Der Poel, que là, il s'est dit, j'ai pas le droit de pas être dans la roue, j'y vais, j'y Ah, il vais, n'est j'y pas dans vais. la roue, justement, quoi. Et oui, Il n'est pas voilà. dans la roue, c'est ça. Et après, il se dit, bon, ben, il faut que j'y aille. Et en réalité, bon, c'est sur le passage où justement, pour moi, il manque un petit peu de lucidité. Wout van Aert ne doit pas tomber là-dessus. Déjà, il doit être dans la roue de Mathieu Van Der Poel qui attaquait toutes les 30 secondes. Et deux, s'il n'est pas dans la roue, il ne doit pas faire cette erreur-là. C'est quand même une belle course en soi. Et effectivement, Mathieu Van Der Poel attaquait toutes les 30 secondes. Dans le Taillenberg, il arrive à lâcher tout le monde. Donc, preuve qu'il est quand même un poil au-dessus de tout le monde. Voilà. Après, ce qui est surprenant dans la course, c'est après le vieux Quarmont, Wout rentre jusqu'à arriver à 12 secondes. Et là, il y a cette petite côte là, pourrie là, dans la forêt là, qui fait bien mal aux pattes là. On voit que l'écart réaugmente un peu et après ça, l'écart n'a fait qu'augmenter quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé exactement, coup de bambou sur le mental ou dans les jambes, je sais pas, mais c'est vrai que j'étais surpris de le voir rentrer et tout à coup surpris de le revoir exploser derrière, quoi. Ça veut dire quoi que Mathieu a gagné le round 2? C'est bon? C'est vrai que c'est quand même, je pense, le favori numéro un de tout le monde. Bon, avec la course de Ganvelgem, un petit peu moins, mais je pense que tout le monde voit Mathieu Van Der Poel en tant que favori. L'inconvénient qu'a Mathieu Van Der Poel par rapport aux autres favoris, c'est qu'il n'a pas forcément une équipe qui va permettre de jouer sur plusieurs tableaux. Et Ah, ce qui va être la grosse diff, à mon avis, entre le 3 et le round 2, c'est la distance ouais, aussi, où il va falloir regarder du coéquipier jusqu'au bout. Là, on sait que les Alpecin, clairement, Mathieu, il va être seul très rapidement. tout Et à fait. derrière, les Lidl vont être en surnombre et les Visma vont être en surnombre. Donc, Après, le truc là, c'est que je pense qu'il va encore non? vouloir faire péter la course très vite et du coup, il y aura moins d'équipiers. Après, l'inconvénient, mine de rien, pour Mathieu Van Der Poel, même si c'est bizarre de dire ça, c'est qu'il n'y a pas un Pogacar non plus. Parce que oui, s'il y a Pogacar, je suis pas sûr qu'il arrive à battre Pogacar hein, parce qu'il est tellement fort. Par contre, l'avantage qu'a Pogacar, c'est que la course pète très très vite et là, il n'y a plus de question d'équipe ou pas d'équipe, quoi. C'est un contre un contre un. Parce Mais que là, moi, ce que je après, vois, moi, ce que je vois, ouais, ce que j'ai en tête, c'est plutôt si Mathieu Van Der Poel essaye d'attaquer, il va partir peut-être avec un Visma, un ouais, Lidl, mais derrière, eux vont pas avoir d'intérêt à rouler tout si à les mecs fait. sont derrière. Donc, du coup, c'est ça qui me paraît le plus compliqué, c'est qu'il va Ouais, devoir mais gérer les autres.
Ouais, mais justement, enfin, je pense que s'il est intelligent, ça peut être qu'un avantage pour lui. Parce que justement, on l'a vu après Gambé Delgame, il dit qu'il est un petit peu fatigué, qu'il va falloir qu'il se repose. Mais je pense qu'au contraire, en réalité, il a tout intérêt à rester dans la roue des équipes les plus fortes. La Lidl et, enfin, je sais même pas si je mets la Visma Lease the Bike dedans, vu les 2 dernières courses. Il a tout intérêt à attendre le plus longtemps possible et à tout donner sur un mont. Ça, c'est dans un cas où il est en groupe avec eux, qu'il a tenu et tout. Si les mecs, pour moi, si les mecs sont malins et jouent vraiment le surnombre, un Pedersen, un Van Aert, ils vont rester avec Van Der Poel. Par contre, ils peuvent envoyer un Jorgensen, ils peuvent envoyer un Jasper Mm. Stuyven, et c'est des mecs qui peuvent gagner. Du coup, ça va être hyper Tu compliqué crois à que gérer. tu crois que la Visma Lease the Bike Ouais, ça, je suis un peu d'accord. va faire perdre Wood Van Aert. Enfin, parce que Wood Van Tu Aert, je crois, rappelle, tu il a qu'un crois Milan San Remo. en Il l'état? rêve, s'est préparé uniquement pour ça. Tu crois qu'ils vont aller faire gagner un Matteo Jorgensen plutôt qu'un Wood Van Aert? Sur ça, je suis assez d'accord. En vrai, autant que Steven parte et que Pedersen soit derrière en mode je roule pas sur Oui. Steven, ça j'y crois. Autant Van Aert, il y a Jorgensen qui Ça veut commence à dire qu'ils vont faire pas faire partir vraiment fond. Visma, ou alors s'il y a un Visma devant, il roulera pas. Bah, c'est ça, moi, c'est ça qui me fait bizarre. J'ai du mal à me dire, je suis Van Aert, c'est la course de mes rêves en Belgique. En fait, le Je truc, c'est que prépare là, que Il ça, ça. préparait uniquement ça ça cette marche. année, hein, Ouais. Ça globalement. marche uniquement si Van Aert se sent plus fort que Van Der Poel, Non, ce mais qui n'est s'il se sent absolument pas le fort. cas, Non, mais, ce qu'on a vu ces non, dernières mais semaines. Non, mais s'il se sent fort, effectivement, s'il sent au bout de 20 km qu'il a des jambes, enfin mes jambes à moi, oui, forcément, il va dire, bon, ok, je roule pas. Si jamais il se sent fort, comment tu peux te sentir plus fort que Van Der Poel à me parler l'année dernière, sur les dernières années, ils arrivent quand même assez régulièrement à, à un petit groupe. Il y a le sprint où ils sont deux, Pogacar fait quatre, c'est quand même assez improbable. Il y a le sprint l'année d'avant, c'est Asgreen avec Van Der Poel. Le sprint l'année d'avant, c'est Van Der Poel Van Aert, ouais. avec Van Aert. Je ne sais pas si les Visma ont un intérêt à jouer la carte équipe vraiment, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ils attendent avec Van Aert, ils le protègent au max et ils le laissent faire son truc à la fin? Non, C'est mais quoi je pense, l'intérêt d'avoir une Non, super team avec des mecs aussi forts? pense qu'il va quand même effectivement laisser partir, faire que Mathieu s'épuise un peu, mais au bout d'un moment, je pense tourner, peut-être pas à fond, mais tourner en se disant je bascule pas trop loin au dernier côte et je peux rentrer avec mes talents de rouleur. Surtout que les autres, ils ont roulé depuis un moment, et puis derrière, je vois ce qui se passe. Et au sprint, normalement, je suis meilleur que tout le monde. Mais Du pour coup, moi, moi, il ne voudra j'écoute pas. ce que vous dites. Je suis Mathieu. En gros, je fais la course dans la route Van Aert et j'attends. Ah non, pas du tout. Non, non. je pense que Van Aert va faire en sorte de le laisser s'épuiser quand même, rouler, faire plus d'efforts que C'est lui. quoi l'intérêt de rouler si Van Aert il va rouler au final ou si c'est coéquipier? Bah, Là, c'est que soit Van Der Poel, il laisse vraiment partir. Et là, Van Aert, il sera aussi un peu piégé par rouler. Mais pour moi, l'objectif de Van Aert, c'est pas trop loin, mais pas trop près et faire en sorte que Van Der Poel s'épuise. Mais je pense pas qu'il veuille laisser le tour défendre à qui que ce soit d'autre. Je pense que ceux qui ont les clés, c'est vraiment la Lidl Trek. La Lease Bike, pour moi, ils tenteront tout. Voilà, s'il n'y a pas Van Aert, s'il y a pas Van Aert dans le groupe de tête, ils vont rouler derrière pour Van Aert. Maintenant, la Lidl Trek fait tout exploser très tôt. Je pense que c'est pas forcément dans leur intérêt d'ailleurs. Ils n'ont pas intérêt à faire tout péter trop tôt. Mais aujourd'hui, moi, je suis Van Der Poel, je fais ma stratégie, j'essaye de rester le plus longtemps effectivement avec Van Aert. Et jusqu'au moment où, effectivement, si c'est un Stuyven, si c'est un Pedersen, si c'est un Jonathan Milan qui commence à prendre 30, 40 secondes, peu importe s'il reste 30, 40 ou 50 bornes, là, je dois y aller. Et je pense que si au plus tôt la course explose, au moins bien c'est pour lui. Il y aura à minima 2 Visma Lease the Bike et deux Lidl et lui va se retrouver scellé. Et je pense que c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Avec juste la Lidl, il y en a un des deux qui part, fine, un des deux gagne, Stuyven en Belgique ou Pedersen le leader. Alors que la Visma, un peu moins. Van Aert, je pense qu'il veut pas lâcher son petit truc. Donc, pour moi, c'est de nouveau pareil, c'est essayer de faire des écarts, soit petits, soit grands, et faire en sorte que Mathieu Van Der Poel roule derrière. Je suis en train de quand même de regarder la start list, hein, mon prévisionnel qui n'est pas officiel. Il y a Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, bon, Maurice Ballerstedt, là, c'est effectivement, Caden Groves, Soren Kragh Andersen, Sylvian Dillier et Gianni Vermeersch.
Ouais, bah, Pas non plus. Enfin, Didier, il quand va Non, même. mais rouler. tu Alors, rigoles, Anto. Caden Groves et Philipsen, ils vont péter dès les premiers monts dès que ça va bah ouais, accélérer. là, Ils vont pas rouler, c'est des sprinters. ouais, c'est Philipsen tout qui a juste. passé. Et Non, mais Ballarset, c'est un sprinter aussi, je crois, de mémoire, hein. Philipsen qui a quand même passé le Poggio. Imaginons un Philipsen, il est dans un deuxième groupe. Mathieu peut ne pas rouler. Enfin, ça, si Philipsen, Ouais, il faut vraiment finalement, qu'il on l'a soit pas vu loin quand à même, parce que. Milan-San Remo, hein. Non, non, alors là, pour le coup, autant il donne Milan-San Remo, autant il donne pas le Tour des Flandres. Là, c'est Mais pas non, mais c'est possible. pareil, c'est pas Non. Jakob Van Aert, il peut jouer le bluff, tu sais. Pour moi, Ah bah aucun oui. des deux veut lâcher ça, Mais mais personne va croire ce bluff, il faut effectivement. peut-être envoyer un Vermeersch dans l'échappée, par exemple. Ah Bah, du oui, coup, il ça par servira à que contre. dalle. Bah si, quand ça rentre, il se On les repose dans connaît, les on les connaît, ces roues. stratégies bidons où il aide un demi-mont, quoi. Non, Le mais problème, c'est que tu peux pas trop aider dans les monts, effectivement. Mais tu peux aider dans des secteurs. on C'est n'a pas peut-être la même vision des choses sur cette course. Ah ben, Ça va être sympa à c'est suivre. ça qui va être intéressant à Ça va être suivre sympa dès à suivre. dimanche. Bah, de toute façon, moi, j'écoute Nostradamus. Deux mots sur Game. Ouais, je pense que tu peux donner les résultats. Eh bien, donc, Mats Pedersen qui gagne au sprint devant Mathieu Van Der Poel. Et qui fait 3 au J'ai sprint? C'est Milan? Jordi Meus. C'est Jordi Jordi Meus. Meus. Ouais. Franchement, Pedersen très impressionnant. Après, de ce qu'il dit, ça lui va mieux que le Tour des Flandres. Il a failli faire péter Mathieu de Van Der Poel de la roue quand même, dans un mont pavé. Faut quand même être. À part Pogacar, j'ai pas trop vu ça arriver fréquemment. Et après, il gagne au sprint face à Mathieu Van Der Poel, qui nous fait un peu un remake de Casper Asgreen sur le Tour des Flandres. Ce que je retiens de cette course, quand même, c'est la Lidl Trek qui est très très forte et qui a plusieurs cartouches et qui a très bien joué en équipe, pour le coup. Parce qu'à un coup, tu Ah oui, carrément. as Stuyven devant. Stuyven qui avait fait une belle course 2 jours avant avec Pedersen. Enfin, ils ont Jonathan Milan qui a lancé des trucs. Enfin, Ouais, ouais. c'était hyper dense. Ils ont hyper bien joué contre les autres équipes. Pour le coup, j'étais assez impressionné d'avoir vu ça, quoi. Ça sera une équipe sur Paris-Roubaix. Effectivement, va falloir s'accrocher Je pour les trouve décrocher. que ce qui est pas mal construit dans leur équipe, c'est qu'en fait, ça fait un peu. Je crois que c'est Durand qui disait ça, ça fait Hydra 2 têtes ou Hydra 3 têtes, quoi. Là, t'as un Stuyven qui attaque, t'as un Pedersen qui attaque, t'as un Jonathan Milan qui attaque. Derrière, t'as quand même des gros rouleurs, Alex Kirch, Tom Skynes et tout. C'est des mecs qui peuvent. Enfin, ça a fait mal, quoi. Ah, c'est des mecs costauds, La Mm. route Tourangelle étant terminée, on va passer au pronostic du Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen, Wout van Aert quand même. Même si j'aimerais bien un petit Madouas, mais j'y crois pas trop trop. Mathieu Van Der Poel, un Jasper Stuyven, un Alberto Bettiol. Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tim Wellens. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Surtout, bonne course à nous, hein, à Hugo et Ouais. moi, qui allons faire le Ronde van Vlaanderen cycle sport. N'hésite. On sera au bord de la route, sur le vieux Quarmont, pour profiter de l'ambiance de la course. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Gros bisous, bon ronde 2.